Et on va enchaîner tout de suite pour ne pas perdre de temps avec une invitée qui est heureusement et malheureusement en vidéo avec nous, puisque l'an passé, on a eu la chance d'avoir Axel Lemaire parmi nous, qui a pu se déplacer. Et quand on avait revu Fleur Pellerin juste après, elle disait qu'elle était très heureuse d'être parmi nous. Elle avait d'ailleurs coché la date dans son agenda pour pouvoir venir parler de ce qu'elle connaît très bien, à savoir la French Tech, dont il ne faut pas oublier qu'elle a été à l'initiative de ce lancement, et par ailleurs nous parler de son actualité. Puis malheureusement, Fleur a eu un empêchement de dernière minute, donc elle a dû renoncer, mais elle a voulu faire une vidéo pour nous parler effectivement de ce qu'elle a lancé comme initiative récemment dans la création d'un fonds d'investissement doté de 200 millions d'euros, un fonds qu'elle a levé auprès d'investisseurs coréens et filiales japonaises de cet investisseur coréen, avec l'idée finalement de permettre à ces investisseurs de venir financer des investissements dans la zone européenne pour accompagner des belles entreprises françaises et européennes et les aider à s'internationaliser. Donc Fleur va nous apporter son témoignage pour nous évoquer effectivement comment elle voit aujourd'hui l'avenir du financement des startups en France et en Europe, et nous parler plus spécifiquement de son projet, bien entendu. Voilà, tout à l'heure. Fleur Pellerin, bonjour. Bonjour. Quelques mots sur l'économie et l'innovation coréenne. Alors, c'est une économie qui est très intéressante parce que vous savez sans doute, c'est la seule d'ailleurs dans le monde à avoir connu un rattrapage économique aussi rapide en une quarantaine d'années. Donc, il y a eu un vrai miracle économique en Corée et qui n'a pas tellement de comparables ailleurs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en dépit du fait que l'économie est dominée par ce qu'on appelle les chaebols, les conglomérats, donc Samsung, LG, SK Telecom, Amore Pacific, sont des très très grandes entreprises qui, peut-être à 10 d'entre elles, les plus grosses, tiennent 90% de l'économie. Donc malgré la prééminence de ces groupes économiques qui ont un poids très très important, eh bien il y a quand même eu l'éclosion depuis une vingtaine d'années de startups qui sont devenues aujourd'hui des géants, pas forcément mondiaux, mais en tout cas régionaux, dont l'un d'entre eux d'ailleurs est devenu l'un de mes investisseurs, mais donc des groupes qui sont aujourd'hui très importants. Le mien, celui avec lequel je travaille s'appelle Naver, donc c'était le Google, le moteur de recherche qui s'est développé à partir de la fin des années 90 et qui a étendu ses services au shopping, à la mobilité, enfin tout un tas d'activités adjacentes. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui vaut 40 milliards de capitalisation boursière, donc c'est une vraie belle réussite en moins de 20 ans. Mais je pourrais citer aussi KakaoTalk, qui est le service de messagerie. Je pourrais citer Nexon, qui est une grosse boîte de jeux vidéo, de gaming, qui est très importante aussi et multinationale. Une entreprise comme Coupang qui fait du delivery. Donc il y a quelques startups qui ont été créées par des gens qui ont une cinquantaine d'années et qui aujourd'hui animent un peu l'écosystème de l'innovation. Donc c'est un endroit très intéressant et les consommateurs aussi sont très intéressants parce que ce sont des gens qui sont très early adopteurs, qui adorent toutes les technologies mobiles, qui adoptent très rapidement des comportements innovants. Et donc évidemment pour toutes les industries qui sont liées aux services mobiles, au e-shopping, à toutes ces technologies-là, le marché coréen est un marché intéressant. On vous a connu comme ministre du numérique, ministre de la culture, vous êtes maintenant investisseur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonds Corelia ? Alors l'ambition de Corelia Capital, c'était au départ, c'est parti d'un constat qui est que finalement on est dans un monde qui est de plus en plus dominé sur le plan économique par des multinationales qui sont essentiellement américaines et puis aussi de plus en plus chinoises, et que si les Européens qui ont un écosystème dynamique, qui ont de super bons ingénieurs, qui ont des industries créatives, qui ont un bon mix pour créer de belles entreprises, mais malheureusement si les Européens veulent survivre un peu dans cet environnement compétitif, moi je suis assez persuadée qu'il faudra nouer des partenariats stratégiques ou industriels à un moment ou à un autre avec d'autres zones géographiques. Et donc moi j'ai décidé de me concentrer plutôt sur l'axe Asie du Sud-Est, Europe, en me disant finalement moi j'ai rencontré un géant local, Naver, donc ce groupe qui vaut 40 milliards, qui pèse 40 milliards de market cap en Corée du Sud et dans toute l'Asie du Sud-Est. Si Naver noue des partenariats stratégiques, trouve des synergies avec des potentiels champions européens, peut-être qu'ils seront plus forts ensemble pour lutter contre la prééminence des GAFA que chacun isolé de leur côté. Et donc le parti pris de départ de Corelia Capital, c'est de se dire il y a du potentiel de licorne ou de décalicorne ou de géants européens en France et dans d'autres pays européens. Il y a déjà de gros acteurs asiatiques ou des potentiels gros acteurs asiatiques, et peut-être qu'en essayant de combiner leurs forces, on va réussir à créer de belles histoires entrepreneuriales. Et Corelia Capital est là pour essayer d'accompagner ce type d'aventure. Donc on a 200 millions d'euros à investir
en Europe. On l'investit dans des entreprises dont on pressent qu'elles ont un potentiel de géant européen. Et ensuite, avec ces entreprises, on essaie de nouer des partenariats stratégiques avec l'Asie du Sud-Est. Quelques années après sa création, quel est le regard que vous portez sur la French Tech et son devenir ? Alors, sur la French Tech, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand avec mon équipe, quand on a réfléchi à structurer l'écosystème, il y avait évidemment plein de choses qu'on faisait indépendamment de cette démarche qui était une démarche de prise de conscience de soi, de communication internationale. Il y avait évidemment tout ce qu'on a fait sur le corporate venture, enfin la fiscalité du corporate venture, le crowdfunding, l'environnement en fait fiscal et réglementaire sur lequel on a beaucoup travaillé pour encourager la création et la croissance des entreprises. Donc il y avait tous ces aspects-là. Je travaillais aussi sur le très haut débit. Enfin, il y avait plein de chantiers, mais il y avait quelque chose qui manquait, je trouve, c'était une espèce de solidarité et de conscience que l'écosystème français était ultra dynamique et pouvait se projeter de manière forte à l'international. Et en fait, j'avais réalisé ça parce qu'en me déplaçant partout dans le monde, quand on me parlait de la France, c'était toujours les musées, les châteaux, le vin, le foie gras et les sacs Chanel, en gros, mais jamais les startups technologiques, quoi. Et donc, je me suis dit, à un moment, il faut qu'on arrive à brander mieux notre écosystème technologique. Donc, c'est comme ça qu'est partie la French Tech. Mais si vous voulez, c'était pas une politique publique traditionnelle au sens traditionnel du terme, au sens où oui, il fallait prendre des décrets, mettre en œuvre des actions. C'était beaucoup plus quelque chose que j'avais un mouvement que j'avais envie de créer et après de donner à l'écosystème pour qu'il s'en empare et qu'il continue à le développer de manière assez spontanée. Et donc il y avait un risque que ça fasse complètement flop en réalité, que les gens se reconnaissent pas dans ce petit cri de guerre et dans ce petit coq et qui finalement ça prenne absolument pas. Et donc aujourd'hui, moi je constate que ça a eu un effet extrêmement positif dans la perception que les étrangers, dont les investisseurs, ont sur la France et sur les entreprises françaises. On me parle de la French Tech quand je vais à l'étranger, donc même le nom maintenant est évocateur pour les décideurs, pour les politiques. J'étais il n'y a pas longtemps à Taïwan, en Malaisie, etc. Les gens connaissent ce nom de French Tech. Donc la démarche de communication a marché, elle a bien marché. Je pense qu'elle a été positive aussi pour tout l'écosystème. Évidemment, c'est pas la French Tech qui a créé l'écosystème, mais elle l'a révélé, je pense, aux yeux du monde. Et donc maintenant, il faut que ça continue et que on attire de plus en plus d'investissements étrangers en France, que nos boîtes continuent à se développer. Je pense que, comme l'a dit récemment Mounir, et moi c'était déjà une préoccupation que j'avais à l'époque, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est pas forcément l'enjeu du gouvernement d'ailleurs, c'est l'enjeu de l'écosystème dans son ensemble, c'est la croissance, c'est le scale-up, parce que je pense qu'on a réussi à prouver qu'on a un environnement qui est positif pour la création d'entreprises. Est-ce qu'il l'est vraiment pour la croissance de nos startups? C'est moins évident. Et quand je vois l'aventure de Naver en Corée du Sud, une boîte créée en 99 qui aujourd'hui fait 40 milliards de market cap, je vois pas beaucoup d'exemples équivalents en France ou en Europe, et je pense qu'il en faudrait davantage. Un dernier mot pour le West Web Festival ? Ouais, alors d'abord, je regrette vraiment de ne pas pouvoir être physiquement présente, parce que d'abord, j'ai un attachement particulier avec la Bretagne. C'est là que j'ai fait un stage quand j'étais élève à l'ENA, donc à la préfecture de Rennes, et j'avais adoré les 6 mois que j'ai passés en Bretagne. Donc c'est vraiment une région à laquelle je suis très très attachée. J'aime beaucoup l'idée d'avoir recréé un South by Southwest et qui soit pas à Paris. Je trouve ça vraiment chouette que des choses se passent, des choses vraiment innovantes et sympas et populaires et exigeantes aussi se passent ailleurs qu'à Paris. Je trouve ça vraiment très bien. J'essaierai vraiment d'être présente l'année prochaine si